Pierre, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Pierre Chaillot, je suis statisticien, j'ai 39 ans et depuis maintenant 5 ans, je m'intéresse aux statistiques qui ont concerné toute la crise Covid-19. Avant, je m'intéressais plus à l'économie et j'ai écrit depuis le début de cette crise quelque chose comme 200 articles, publié une centaine de vidéos et j'ai publié 2 livres. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur qui a été publié en janvier 2023. Une réédition en format poche en janvier 2024, et puis un nouveau livre, Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels toujours, puisque c'est mon credo, qui a été publié en janvier 2025, toujours aux éditions L'Artilleur. Il y a une phrase attribuée à Mark Twain que vous aimez citer. Il y a des mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Et pourtant, vous êtes statisticien. Oui, je suis statisticien et mon métier, c'est de comprendre comment sont collectés les différents chiffres, quelle est la définition qui est posée qui permet de collecter des chiffres de façon à pouvoir les analyser et en faire des publications, des études et dire objectivement ce que l'on peut déduire des chiffres. Une statistique, c'est en effet un chiffre et pour produire une statistique, il faut compter quelque chose. Pour compter quelque chose, il faut 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut donner une définition. Il faut définir ce qu'on va compter. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut dire quels moyens on va mettre en œuvre pour compter cette chose. La personne qui décide de la définition et qui décide des moyens qu'on va mettre en œuvre pour compter cette chose, décide déjà du résultat final. La statistique, le chiffre, c'est le résultat de ces 2 éléments. Et on ne peut pas commenter un chiffre, en faire une analyse, sans connaître parfaitement quelle a été la définition proposée et quels ont été les moyens mis en œuvre pour compter. Et tout ce que j'ai rappelé dans cette crise Covid, notamment, c'est que tout ce qui a été appelé Covid-19, que ce soit en termes de nombre de prétendus malades, de cas positifs, de décès, d'hospitalisation, beaucoup de choses ont été commentées sans que personne s'intéresse à ce qui avait été défini comme du Covid-19 et la manière dont ça a été compté. Et le premier livre que j'ai écrit analyse tout ça pour montrer que l'histoire que nous disent réellement les chiffres à condition de s'intéresser à comment ils ont été construits est complètement différente de ce que nous en ont raconté les médias, les politiques et l'ensemble des autorités qui ont mis en place tout un tas de mesures. En tant que scientifique, vous n'aviez aucune raison de douter, en fait, des statistiques officielles. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux effets du vaccin contre le Covid par le biais des statistiques? Quel fut l'élément déclencheur? En fait, l'élément déclencheur, ça n'a pas été les vaccins, ça a été la crise dans son ensemble, où dès le début de l'histoire de la crise Covid-19, à partir du début de l'année 2020, l'ensemble des médias consacraient la quasi-totalité de leur bande d'information à parler du nouveau virus arrivé en Chine. En France, on a un organisme qui s'appelle Médiamétrie et qui compte le temps de parole consacré à différents sujets. Et pour ce qui concernait des temps d'information, on a été à plus de 80% du taux audiovisuel ou même audio à la radio qui a été consacré à ce sujet. Et à l'époque, moi, je m'intéressais totalement et uniquement aux questions économiques. Et en France, on était en bout de crise de ce qui s'est appelé les Gilets jaunes, où toute une partie de la population, notamment la classe moyenne qui travaille, était dans la rue depuis des mois, puisqu'elle a bien vu que son pouvoir d'achat s'effondrait ces dernières années, voilà, et qu'elle n'arrivait plus à survivre, je dirais, correctement, on va dire, même en travaillant. On arrivait à un espèce d'enlisement de cette crise qui était de plus en plus violent, avec des réponses des autorités qui étaient de plus en plus violentes en France. Il y a tout un tas de gens qui ont été éborgnés, qui ont perdu des membres. Voilà, ça a été assez terrible hein, quand on a participé aux différentes manifestations, juste quand on les a vues. Et à partir de janvier 2020, ça a été un blackout total sur ce phénomène et on n'a plus parlé que du virus tueur, ce qui me paraissait assez pratique, de façon à éluder un phénomène qui était d'une telle ampleur. Et donc, j'ai commencé par m'énerver un petit peu qu'on ne parle plus d'économie et j'ai publié une vidéo en février 2020 qui s'appelait «L'arnaque du coronavirus qui va payer» sur ma chaîne YouTube, où je suis parti d'un constat simple. En un mois, là, les autorités chinoises, relayées par tous les médias du monde entier, faisaient état d'un nouveau virus tueur qui allait ravager l'humanité et qui était censé avoir fait 2500 morts en Chine. Il m'a semblé bon de rappeler aux gens ce que c'était que la démographie, ce que c'était que les décès. 2500 décès, c'est ce que nous avons tous les jours en France. C'est le chiffre normal, du fait de notre population en France.
En Chine, ils sont 1,5 milliard et selon les statistiques, on peut estimer qu'il y a à peu près 80 000 décès tous les jours en Chine. Donc quand au bout d'un mois, on annonce 2500 décès, c'est parfaitement ridicule par rapport au nombre de décès qu'il y a sur un mois tout simplement en Chine. Et j'ai juste rappelé ce constat-là, et en rappelant ce constat, je me suis retrouvé embarqué dans une espèce de guerre de tranchées à laquelle je ne m'attendais pas, entre des gens qui disaient qu'en effet, il ne se passait rien et que c'était de la fumisterie, un écran de fumée qui permettait de masquer d'autres choses, et tout un tas de gens qui étaient absolument terrorisés, qui annonçaient la fin du monde, et qui demandaient dès cette première vidéo qu'il fallait me faire taire puisque je mettais en danger la vie d'autrui en annonçant que le virus n'était pas dangereux et que, voilà, on se fichait de nous. Et donc, c'est plutôt par ces statistiques-là de démographie simple que je suis rentré dans l'histoire de la crise Covid. Je vais suivi l'ensemble des statistiques, ensuite ce qui a été appelé les cas positifs, les hospitalisations, etc., pour comprendre à l'aide des statistiques officielles que tout ce qui était raconté était faux en termes d'analyse, et je l'ai publié. Et quand sont arrivés les vaccins Covid, j'ai évidemment suivi voilà, l'arrivée de ces vaccins, la manière dont ils ont prétendument été mis sur le marché pour des raisons efficaces pour sauver les gens. Et puis ensuite, j'ai suivi les dégâts qu'ils causaient dans la population. Donc vraiment, les vaccins, je ne m'attendais pas à m'intéresser à ce sujet en début de crise, ça a vraiment été l'aboutissement de cette crise. La panique qui a été engendrée dans la population au départ, vous l'expliquez parce qu'il manquait au public des ordres de grandeur? Oui, c'est exactement ça. Mais le fait qu'il manque des ordres de grandeur à la population, c'est le cas pour absolument tous les sujets. J'en ai parlé avec différents ingénieurs, des gens qui ont fait un peu d'études sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Et à chaque fois, il est apparu que ce qui faisait peur aux gens, c'est qu'on leur mettait un chiffre sur le nez, qu'ils avaient l'impression que c'était exceptionnel et que voilà, il fallait faire absolument quelque chose. Alors que quand on a en tête les ordres de grandeur, évidemment, on relativise. C'est le cas notamment où j'ai eu une discussion intéressante avec quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur et on parlait de la montée des eaux, sur lequel on fait peur au public sur une montée des eaux d'un demi-centimètre sur nos côtes. Et ce qui a l'air de faire voilà, peur à tout le monde, où les gens imaginent une baignoire avec l'eau qui va déborder si on dépasse d'un demi-centimètre. Alors que quand juste on a des toutes petites connaissances où on a été au bord de la mer et qu'on connaît les marées, la différence de hauteur d'eau qu'il y a entre un moment où on est, on va dire, à marée basse à petit coef ou marée basse à grand coef et qu'on passe à marée haute avec un gros coefficient et possiblement une tempête qui ramène du vent, on a 15 mètres d'écart. Donc 15 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut par rapport à un demi-centimètre de variation, évidemment, personne ne peut avoir peur d'un demi-centimètre sur 15 mètres, ça n'a aucun sens. Et cette discussion-là était intéressante parce qu'il s'est passé la même chose avec cette histoire de Covid-19, où on a fait peur aux gens en donnant des chiffres, notamment en France, on a eu c'était le directeur général de la santé qui tous les jours s'amusait à annoncer à la télévision le nombre de morts du Covid dans les maisons médicalisées pour personnes âgées en France. 300 morts du Covid aujourd'hui, attention, 300, 400, 500, sachant que je le redis, en France, il décède tous les jours entre 1500 et 2500 personnes. Donc, si on ne dépasse pas largement 2500 personnes sur une journée, c'est qu'il ne se passe rien que des morts d'habitude, tout simplement. Et c'est vraiment le fait que les gens n'ont pas cet ordre de grandeur en tête qui ne leur permet pas de relativiser et de mettre les choses en perspective. Pouvez-vous évoquer la manière dont vous avez procédé pour vous faire une idée plus juste du tableau? Bien, j'ai fait tout simplement ce que j'ai appris à faire en école d'ingénieur de statisticien et dans ma carrière professionnelle. Je suis retourné aux données sur le site officiel des différents instituts, l'endroit où les données sont publiées, que ce soit en France mais aussi au niveau européen. Et tout simplement, j'ai téléchargé les données, j'ai refait les calculs et je les ai remis en perspective. C'est ce que j'ai appris à faire, ce que je sais faire, et j'ai utilisé les méthodes qui m'ont été enseignées. Et c'est en utilisant les méthodes qui m'ont été enseignées que j'ai découvert que ce qu'on nous racontait était faux. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que eh bien, pour pouvoir se raccrocher à l'histoire du virus tueur qui ravageait l'humanité, tout un tas de collègues statisticiens de tous les instituts, on va dire de tous les pays que je connais, eh bien, n'ont pas appliqué les méthodes habituelles et ont tordu le cou aux méthodes de façon à pouvoir raconter l'histoire du virus tueur. J'ai découvert aussi en discutant avec eux qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont reçu des pressions extérieures qui leur demandaient de mentir. Ils l'ont fait de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils étaient tous persuadés qu'un virus tueur ravageait l'humanité,
Ce n'était pas ce que racontaient les données quand on les analysait avec les méthodes habituelles, et donc ils ont changé de méthode et ils ont mis en place des méthodes, des modèles, de façon à pouvoir se raccrocher au narratif officiel auquel ils croyaient profondément. Et donc c'est en ça qu'on retrouve la phrase de Mark Twain, c'est-à-dire qu'avec les mêmes chiffres, on peut raconter deux histoires totalement différentes selon la manière dont on va les mettre en perspective. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement de manière dont on a tordu les statistiques pour arriver à justifier une histoire? Oui, ben, je peux vous raconter une histoire que j'ai vécue, c'est-à-dire que j'ai été témoin d'un retour, c'est-à-dire d'une explication d'une étude qui venait être publiée par un grand institut. Et les personnes qui avaient écrit l'étude étaient présentes et expliquaient aux autres dans le public, qui ne savaient pas que j'étais présent, mais j'étais présent, comment est-ce que l'étude avait été faite. Bon, ils présentent les chiffres, voilà, et on raconte l'histoire du virus tueur et de la mortalité en 2020 exceptionnelle en France. Et à la fin de la présentation, une petite main s'est levée dans la salle en disant, dans notre métier de statisticien, quand on veut comparer les décès ou un phénomène et savoir s'il est important par rapport aux années précédentes, eh bien, on compare, donc ici c'était les décès de 2020, on est censé comparer ces décès-là à toutes les années du passé ou à un grand nombre d'années du passé pour savoir si cette mortalité est exceptionnelle. Là, dans votre étude, chers collègues, vous avez comparé l'année 2020 uniquement à l'année 2019. L'année 2019 qui est l'année record de plus faible mortalité partout en Europe, parce qu'en fait, il y a un hiver qui est très doux, il n'y a pas de canicule, et donc il y a une mortalité des personnes âgées et fragiles qui est extrêmement faible. C'est vraiment une année record. Et donc, pourquoi comparer 2020 que à 2019 alors qu'on sait que 2019 est exceptionnel? Et donc, il ne faut pas le faire. La réponse d'une des personnes qui avait participé à l'étude, ça a été bien oui, tout à fait, on a comparé que à 2019, mais il ne faut pas nous prendre pour des andouilles. On a bien comparé 2020 à toutes les années antérieures et on a fait l'exercice. Mais en le faisant, on s'est rendu compte qu'on ne voyait plus rien. On ne voyait plus 2020. Or, il y a bien un virus tueur qui ravage l'humanité. Il y a plein de morts. Et donc, il faut le montrer. Et cette réponse-là a été apportée donc, devant un public, je dirais, d'une bonne cinquantaine de statisticiens, des gens qui sont des connivants ingénieurs. Il n'y en a pas un qui a moufté. Ce qui montre à quel point les gens sont entrés dans un narratif et ça leur a paru naturel que pour cette année exceptionnelle, il fallait faire ce travail comme ça pour raconter l'histoire qu'il fallait. Les organismes officiels n'ont pris en compte les décès dus au vaccin seulement après 15 jours après l'injection. Pouvez-vous nous expliquer ce décalage des courbes de 2 semaines et leur impact sur les statistiques? Alors, il n'y a pas que les autorités. Dans les essais cliniques, ils ont fait la même chose. Il y a Christine Coton qui a écrit un livre « Tous vaccinés, tous protégés », où elle a étudié les rapports Pfizer pour montrer qu'ils ne respectent pas ce qu'on appelle les bonnes pratiques des essais cliniques. Elle a aussi travaillé avec Pierre, qui a un site internet qui s'appelle OpenVaet, c'est Cancel Mouse, son nom sur Twitter, sur X, il faut dire maintenant. Et il a beaucoup décortiqué tout ce qu'il y avait dans les essais Pfizer et aussi tous les fichiers, les tableurs, les fichiers Excel qui ont été obtenus par FOIA, Freedom of Information Act, où on fait une demande au gouvernement de façon à obtenir les informations qui ont fait que le gouvernement ici, c'était américain je crois, a pris une décision publique. Et donc on demande voilà, les lettres entre chercheurs, les résultats des essais, et donc ces fichiers Excel ont été obtenus. Et en les étudiant, il a découvert tout un tas de choses. Et quand on étudie les essais Pfizer, on se rend compte que, déjà, un principe général que les gens ne savent pas, c'est qu'aucun des laboratoires de vaccination n'a jamais promis que le vaccin Covid protégeait du fait d'être malade. Ce n'est pas étudié dans les différents rapports de phase 3. Ce qui fait que la totalité des racontards qui ont été des dires qui ont été proférés à la télévision, à la radio sur le fait qu'on a des vaccins qui protégeraient de formes graves, qui feraient qu'on ne serait plus malade ou qu'on empêcherait une quelconque transmission, tout ça est faux. Tout ça est faux et n'a jamais été étudié ni promis par les laboratoires qui ont inventé ces vaccins. Donc on vit dans un monde assez étrange où quand on est politique, on peut forcer les gens à prendre un produit et les inciter à le prendre en vantant des propriétés du produit qui n'existent pas et sans être inquiétés par aucun moment. Et dans ces essais, lorsqu'ils ont fait les essais, donc le principe général, c'était de dire que leur vaccin protégeait contre le fait d'avoir un test positif, et c'est tout, hein, voilà, c'est la seule chose qu'ils ont promis. Et quand on regarde
qui a été malade à la suite des essais, on se rend compte que après avoir été vacciné, une grande partie des personnes qui ont été vaccinées sont vraiment malades. Dans un essai clinique, ici il y avait 40 000 personnes, 20 000 personnes vaccinées, 20 000 qui reçoivent un placebo. Et parmi les 20 000 personnes vaccinées, beaucoup sont tombées vraiment malades et se sont plaints d'être malades. Et elles se sont plaintes d'être malades pendant la première semaine ou les 15 premiers jours après la vaccination, ce qui montre tout simplement que dans le produit rend malade. Eh bien, ce qui faisait que, en termes de comptage, le vaccin avait un effet nocif et apportait un effet négatif dans la population, puisqu'en fait, elle rendait malade tout le monde. Et donc, pour éviter d'avoir un résultat néfaste, les laboratoires ont décidé de neutraliser la première semaine ou les 15 premiers jours suivant la vaccination. Donc, ce sont eux qui ont dit, oula, le vaccin ne marche pas dans les premiers jours, du coup, ça compte pas. Donc, tout effet qui arrive, il n'y a pas d'effet protecteur ni rien. Il faut ne pas compter ce qui se passe dans les premiers jours après la vaccination. Ils l'ont fait encore une fois parce qu'autrement, ça montrait qu'on avait des vaccins nocifs. Et vraiment de manière extrêmement visible. Quand on lit l'essai Pfizer, c'est presque drôle de se rendre compte que la seule chose qu'ils ont prouvé, c'est que c'est un produit nocif. Hein. C'est vraiment très clair. Eh bien, quand les produits sont arrivés sur le marché, les États ont fait la même chose. C'est-à-dire que, déjà pour montrer la prétendue efficacité des vaccins, on n'a jamais regardé savoir si les gens étaient malades après une vaccination, ça, tout le monde s'en fiche complètement. Les États se sont mis à compter uniquement les résultats des tests Covid-19, notamment, et donc ils ont compté l'efficacité vaccinale en fonction des tests positifs, mais en mettant en place une règle administrative qui biaisait les résultats, qui s'appelle le pass sanitaire. Avec le pass sanitaire, eh bien les non-vaccinés étaient obligés de se tester à chaque fois qu'ils avaient quelque part. Et donc en se testant, on a une chance d'avoir un test positif, alors que les vaccinés ne se testaient pas. Ils n'étaient pas obligés, donc ils se testaient beaucoup moins. Et donc ils avaient beaucoup moins de chances d'avoir un test positif. Ce qui fait que les vaccins étaient très efficaces pendant le pass sanitaire, puisque les vaccins protégeaient contre le fait de se faire tester. Et donc ça se voit dans les statistiques de manière extrêmement nette. Et en France, le jour de la fin du pass sanitaire, l'efficacité vaccinale s'est arrêtée, hein, et du coup les non-vaccinés ont arrêté de se tester, donc ils étaient plus positifs, et les seuls qui se testaient encore de manière régulière, c'était les vaccinés 2 doses et 3 doses, qui étaient les plus positifs du tas, puisque c'était les seuls qui se testaient. Donc voilà, on a eu une escroquerie, une fraude à la science avec ce fameux pass sanitaire qui a permis de faire croire à une efficacité vaccinale. Donc ça, c'est concernant l'efficacité. Et la règle des 7 jours a été conservée. C'est-à-dire que dans toutes les études qui ont eu lieu pour essayer de comprendre l'efficacité vaccinale ou la dangerosité des vaccins, dans les études, les premiers jours suivant la vaccination sont neutralisés. Soit 7, soit 15, selon les différentes études, mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'on regarde à quelle date quelqu'un se fait vacciner, et pendant 7 ou 15 jours, on dit « cette personne n'est pas vaccinée ». Ce qui fait que tous les effets indésirables du vaccin, les maladies ou même les décès, qui ont lieu dans les 7 ou 15 jours suivant la vaccination, sont considérés comme étant des décès de personnes non vaccinées. Ce qui a permis de gonfler artificiellement le nombre de décès chez les non vaccinés et de diminuer artificiellement le nombre de décès chez les vaccinés. Et c'est vraiment cette escroquerie de comptage. Elle a été révélée la première fois que je l'ai vue, c'était en Angleterre. Mais une fois qu'on l'a compris, on analyse la totalité des études qui ont été publiées et qui vantent les résultats de la vaccination, et toutes les études font la même escroquerie. Et c'est une escroquerie qui est extrêmement puissante, puisque, bon, comme il y a tous les jours des gens qui décèdent, c'est le hasard, même si le vaccin n'est pas en cause, il y a des gens qui décèdent dans les 7 jours après la vaccination, des personnes très âgées par exemple, ça peut arriver. Et même si le vaccin avait été juste un placebo complètement inerte, eh bien, le fait de faire cette escroquerie-là, de décaler de 7 jours, ça aurait montré voilà, une protection du vaccin juste du fait de décaler les courbes. Ça suffit. Mais là, ça a été beaucoup plus fort, puisque comme je l'ai montré dans mon livre, il y a vraiment une mortalité qui se voit statistiquement à la suite de la vaccination. Et vraiment, toutes les personnes qui sont décédées dans les jours suivant la vaccination, elles ont toutes été considérées comme non vaccinées, et tous ces morts ont été imputés aux non-vaccinés qu'on a accusés donc d'être fragiles et d'être mortes à cause notamment d'un virus à ce moment-là. Donc vraiment, il faut bien comprendre ce mécanisme, puisqu'en plus il est reproductible et on pourrait nous refaire le coup plus tard. Est-ce que cette règle des 15 jours ou de la semaine était préexistante à la crise du Covid, ou ça a été instauré
à ce moment-là? Je ne sais pas si elle a été préexistante. La seule chose que je peux dire, c'est que ce ne sont pas les États qui les ont inventés ou bien les instituts statistiques en deuxième intention, mais c'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans les essais cliniques. Moi, c'est la première fois que je vois ce décalage temporel artificiel qui permet de masquer les effets indésirables, mais j'ai été surpris de découvrir que déjà les vaccinateurs, enfin les laboratoires, l'avaient déjà prévu dans les essais. De la manière dont sont écrits les essais, ça laisse à penser qu'ils n'avaient pas prévu le coup avant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils comptent des effets indésirables, donc ils comptent des malades. Ils font même des tests PCR sur les personnes qui sont malades dans les 7 jours suivant la vaccination. Ils trouvent plein de tests positifs parce que bon, c'est le hasard et qu'ils en testent plein vu qu'ils sont malades. Et ce qui fait, ils découvrent un vaccin à efficacité négative, c'est-à-dire que voilà, il y a plein de malades et plein de tests positifs juste après la vaccination, et c'est là qu'ils décident de neutraliser la période. S'ils avaient prévu leur coup à l'avance, à mon sens, ils auraient prévu dans le protocole de rien compter les 7 premiers jours de façon à ne pas laisser de traces. Alors que là, ils laissent vraiment une trace, mais qui se voit comme le nez au milieu de la figure, et qui permettent à des gens qui sont un tout petit peu honnêtes de découvrir la supercherie. S'ils avaient vraiment prévu leur coup, je ne pense pas qu'ils l'auraient laissé aussi visible. Et ces traces, vous avez réussi à les retrouver? Elles étaient ouvertes? Elles étaient accessibles? Alors là, pour la neutralisation des 7 jours après la vaccination et du grand nombre de malades 7 jours après la vaccination, c'est même dans le résultat de l'essai qui a permis la décision. C'est qui? C'est le CDC ou le NIH aux États-Unis où il y a une grande discussion pour savoir s'il faut autoriser ces vaccins sur le sol américain. Ils ont les résultats sous les yeux, hein. Donc on est quand même dans un moment où les laboratoires, alors certes, ils ont fait tout un tas de choses qui ne respectent pas les essais cliniques, les bonnes pratiques, comme l'a dit Christine Coton, mais juste vous lisez le rapport de phase 3 qui a été donné aux autorités. Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas à l'intérieur sur le fait que les gens sont malades, sur le fait qu'on s'en fiche du fait que le vaccin ne protège pas contre les maladies, mais contre un pauvre test positif, sur le fait que comment dirais-je, l'essai clinique ne garantit pas qu'on a testé le même nombre de fois les vaccinés et les non vaccinés. Et donc là, c'est facile d'avoir un vaccin qui marche. Vous ne testez que les non vaccinés, vous ne testez pas les vaccinés, bah vous avez que des tests positifs chez les non vaccinés. Enfin, c'est un biais qui est complètement évident. C'est un exercice que je m'imaginerais donner à des gens qui sont en première année d'études de statistiques. Allez, à la fin de l'année, je leur mets sous le nez et tous ceux qui ne me trouvent pas à quel point l'étude est biaisée, je les vire, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et le fait que ces documents-là aient été donnés aux autorités qui valident tout, voilà, ça montre qu'on a soit des gens corrompus, soit complètement incompétents. Parfois probablement les deux, mais c'est pas possible de brancher 5 minutes ses neurones et puis d'avoir un tant soit peu de connaissances en laissant passer ces essais, quoi. Je vois pas comment c'est possible. Comment expliquez-vous que des populations entières ont accepté les chiffres qu'on leur a donnés sans se poser les questions que vous vous êtes posées, bien que vous soyez statisticien, mais personne véritablement dans la masse de la population s'est posé de questions? Oui, et il y a énormément de statisticiens qui ne se sont pas posés de questions non plus et qui ont suivi le narratif. Certains statisticiens, d'ailleurs, qui ont un niveau ingénieur, m'ont demandé à plusieurs reprises de me taire, que je mettais en danger la vie d'autrui. J'ai une discussion intéressante sur ma chaîne YouTube très tôt, hein, quand je montre que la mortalité de 2020 est la même que celle de 2015 en France et qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il y a un statisticien que je connais qui m'a demandé de me taire, que je mettais en danger la vie d'autrui, et à qui j'ai répondu, bah, cher monsieur, je sais que votre métier aujourd'hui, c'est de mettre en ligne les données de décès et de population française par âge. Donc vous les manipulez tous les jours, niveau ingénieur. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez faire le calcul? Prenez le nombre de décès divisé par la population, ça s'appelle un taux de mortalité. Faites-le pour 2020, faites-le pour toutes les années précédentes. Regardez le résultat, revenez me voir, on discute. Cette personne m'a répondu, de toute façon, tu n'es qu'un complotiste, il y a le journal Le Monde qui dit que tu es un complotiste, donc on s'arrête là. Donc cette personne, j'ai jamais pu la convaincre de faire une simple division, de façon à regarder si ce que je racontais c'était juste ou pas. Je pense qu'elle avait trop peur de découvrir que la réalité n'était pas celle qui était promue à la télévision et de se retrouver esselée dans une position qu'elle n'allait pas tenir. Je crois qu'il y a une expérience qui est très connue, qui est l'expérience de Milgram, qui est la soumission à l'autorité, mais je pense que l'expérience de H explique beaucoup mieux ce qu'on a vécu. L'expérience de H, c'est un professeur qui trace un grand trait au tableau et un petit trait au tableau,
qui a une dizaine de complices dans un amphithéâtre d'étudiants et qui demande à un premier complice « c'est quoi le trait le plus grand ?» Et le complice dit bah, que c'est celui du bac, c'est le petit trait. Il répète ça une dizaine de fois, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le trait du bac et le trait le plus grand. Et il finit par poser la question à un autre étudiant naïf qui est là dans l'amphithéâtre et qui ne sait pas que c'est un piège. Il dit bah, quel est le trait le plus grand? Et il répond comme les autres 95% du temps. Cette expérience de H nous montre que nous avons une soumission naturelle à la pensée collective, et à la pensée majoritaire. Et que si tout le monde voit qu'une orange est bleue, eh bien, on va préférer dire que l'orange est bleue comme les autres plutôt que d'admettre qu'elle est orange. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pendant cette période. Et ces résultats de H, je pense, sont très très bien connus des autorités, des politiques, des commerciaux aussi, hein, tout simplement, qui font leur travail d'essayer de pousser les gens à consommer. Et l'arme principale utilisée, on va dire politiquement, depuis maintenant pas mal de décennies, c'est la télévision. La télévision permet de montrer des images aux gens en leur faisant croire que voici la pensée majoritaire. Et en leur faisant croire que la majorité pense ça, ils vont se mettre à penser pareil de façon à être du bon côté de la pensée, celle qui gagne, celle que pense tout le monde. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens qu'a été poussé le média audiovisuel de façon à faire croire à cette majorité absolue et cette pensée unique, qu'on retrouve après sur différents médias, les journaux, Internet. Mais voilà, je pense que c'est à ça que nous avons été confrontés, c'est à la puissance de la majorité qui avance et tout le monde qui se raccroche et qui suit pour ne pas se retrouver tout seul. Avec cette crise du Covid, il y a eu une inversion du fardeau de la preuve, cette passion de prouver la causalité entre la maladie ou le décès et le vaccin. Est-ce une première et peut-on contourner cela? Écoutez, le fait de devoir prouver que les vaccins font du mal aux gens, c'est prévu par la loi, notamment la loi européenne. Par la loi, les consommateurs sont protégés. Notamment, c'est assez connu quand on achète une machine à laver, que la machine à laver est défectueuse, on se retourne contre le vendeur, qui lui-même va se retourner contre le fabricant, qui va nous retrouver une machine à laver qui marche, ou bien rapporter les pièces pour la faire fonctionner. Cette loi de protection du consommateur, elle est, on va dire, quasi universelle, hein, concerne quasiment tout le monde dans le monde, hein, ce sont des accords commerciaux, mais il y a une exception qui est faite, écrite directement dans le droit européen, concernant les laboratoires pharmaceutiques, qui ne sont pas soumis à la protection du consommateur. Ce qui fait que lorsqu'on est soumis à un effet indésirable d'un médicament, d'un vaccin quel qu'il soit, le fabricant est considéré comme non coupable, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on a vraiment une inversion de la charge de la preuve qui est écrite dans la loi et qui protège les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est écrit dans la loi que c'est pour les protéger, pour soutenir la recherche, les investissements, pour notre bien évidemment. Voilà, on est protégé de nous-mêmes pour notre bien, ce qui a l'air d'être le credo actuel. Et donc, quand on est victime de ça, c'est extrêmement difficile bien de partir, on va dire, en procès, de mener une charge pour essayer de faire reconnaître ces effets indésirables, déjà, que la société finisse par le reconnaître, et encore pire, pour faire payer ou participer au défraiement l'industrie pharmaceutique, voilà, qui est toujours exempte de toute chose. En France, il y a un organisme qui s'appelle l'ONIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui concerne toutes les personnes qui ont des accidents à la suite d'une prise de médicaments. C'est cet organisme qui, on va dire, dédommage les victimes. Déjà, pour réussir à se faire dédommager, il faut monter des dossiers extrêmement ardus où il y a tout un tas d'experts qui vont dire que c'est pas ça, tout ça. Et quand on réussit finalement à se faire dédommager, on reçoit une somme qui est parfaitement dérisoire. On parle de quelque chose pour un enfant qui décède à la suite d'un vaccin, quel qu'il soit, autour d'une dizaine de milliers d'euros, quoi. Ça paye à peine des obsèques, quoi. Pour des handicaps lourds, c'est pareil, c'est des sommes dérisoires. Et en plus d'être dérisoires, toutes ces sommes-là sont financées par les impôts des gens. Donc on a quand même une industrie qui vit au crochet des impôts, c'est-à-dire où la recherche est ultra financée par des deniers publics. On a des achats à prix d'or de tout un tas de médicaments qui se font sur les impôts des gens, hein. En France, c'est la sécurité sociale. Ensuite, quand les gens sont malades, les premiers secours, les médecins, les hôpitaux qui interviennent sont payés par les impôts des gens. Et ensuite, quand toutes les recours en justice, c'est évidemment, la plupart, c'est les impôts des gens qui financent tout ça. Et ensuite, quand on finit par gagner et faire reconnaître que tout ce qu'on a subi, c'était à cause du médicament, ce sont encore les impôts des gens qui financent tout ça.
Donc le seul gagnant de toute cette histoire, quoi qu'il arrive, c'est l'industrie pharmaceutique. Depuis plusieurs décennies, on assiste à un transfert de responsabilité, la déresponsabilisation des individus et la responsabilisation, ou plutôt la mainmise accrue des États. Est-ce que cela pourrait expliquer l'inertie des populations face à la manière dont la crise du Covid a été gérée? Ça y participe probablement. En santé, c'est un phénomène qui est très connu en France. Ça ne concerne pas que la santé. L'éducation nationale, c'est pareil. Il y a un changement de paradigme profond qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Concernant l'éducation nationale, on vit une période qui dure depuis des dizaines d'années, qui est la déresponsabilisation du professeur sur la qualité du cours et sur ce qu'il propose. On avait un ancien système sur le fait que on jugeait les élèves sur un acquis de connaissances qui avait lieu à certaines étapes clés, et c'était le professeur qui devait se débrouiller de façon à faire acquérir aux élèves ces différents éléments. Et donc il avait la responsabilité de son cours et de ses productions. On a dérivé de ce système pour aller de plus en plus vers, on prend une direction où c'est l'État qui propose des programmes de plus en plus précis, avec maintenant même des manuels, des exercices, tout ça, et où on demande aux professeurs de ne plus être qu'un exécutant, un technicien de l'éducation, où il va dérouler les cours qui lui sont proposés. De plus en plus, on avance même vers des PowerPoint clés en main qui sont proposés, où le professeur est là pour les dérouler et accompagner les élèves dans les exercices ou l'apprentissage. Et donc, on a une déresponsabilisation du métier où voilà, on passe d'un niveau de responsable à celui d'exécutant. Cette déresponsabilisation s'est accompagnée d'une paupérisation du métier, hein, où c'est payé de moins en moins cher, de moins en moins intéressant, etc. Et c'est vraiment une dérive de l'éducation, et où malheureusement on a quand même une branche de toute une profession qui, à mon sens, se laisse faire et prendre cette direction-là, se laisse prendre par la main, déresponsabiliser et se faire prendre ses prérogatives par l'État. Et c'est extrêmement dangereux. En santé, c'est pareil. De plus en plus, on quitte le système où on a un médecin qui rencontre un patient et qui est là pour améliorer son état et qui a toute liberté, vers un système où le médecin, on attend uniquement qu'il applique des protocoles qui sont décidés par le ministère de la Santé. Et il va appliquer ces protocoles, peu importe quels en sont les résultats, il va dire c'est telle maladie, c'est donc tel médicament, telle case, il applique ça, il est protégé, et en plus il reçoit des bonus. Il me semble qu'en France, on est à un point où les médecins généralistes ont quasiment la moitié de leurs revenus qui sont des bonus de la sécurité sociale à la fin de l'année, s'ils ont été bien sages, qu'ils ont délivré le bon nombre de vaccins, donné tel médicament, sans compter les bonus qu'ils peuvent recevoir dans l'industrie pharmaceutique en proposant telle ou telle lignée de médicaments, évidemment en plus. Et donc on passe d'un état de responsable de la santé, on va dire de l'ensemble des citoyens autour de son cabinet, à un système d'exécutants, de protocoles donnés par le ministère de la Santé, voire même l'industrie pharmaceutique directement, de par ses lobbies et autres. Et donc oui, ce phénomène de déresponsabilisation, je pense qu'il est commun à tout un tas de métiers, qu'il est général dans la société, concerne ces deux professions particulièrement, et qu'il fait que les gens se laissent couler, se laissent vivre, appliquent ce qu'on leur demande d'appliquer et s'en sentent vraiment très confortables. Et je pense que c'est ce qu'on peut appeler un espèce d'esclavage passif, où les gens se laissent esclavagiser. Voilà, vous n'êtes plus responsable de rien, c'est nous qui décidons à votre place, vous obéissez et ça va bien se passer. Avec cette crise, les gouvernements ont fait un grand usage des statistiques et pour prouver leurs propos. Et finalement, ça jette un discrédit sur la statistique. N'y a-t-il rien à sauver? Écoutez, la statistique, il ne faut pas considérer ça comme un élément neutre ou qui serait apparu on va dire, à juste une volonté de recherche objective. Statistique, ça vient de statis, ça vient de Statistik en allemand, et ça vient de statis qui veut dire état. La statistique, c'est quelque chose qui est créé pour gouverner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité derrière. À chaque fois qu'on met des efforts pour commencer à compter quelque chose, c'est dans un but de gouvernance. Et ce n'est pas pour la beauté du geste ou pour la compréhension du monde. Les premières statistiques qui ont été connues, ce sont les différents recensements qui ont eu lieu en Europe à différentes époques. Sous Napoléon, notamment en France, c'est ce qui a un peu donné naissance à ce qui est devenu plus tard l'INSEE. On a démarré à recenser les gens. Recenser les hommes en âge de se battre, ça a tout simplement
on va dire, un objectif assez simple qui est de savoir voilà, à quel moment et jusqu'à quel point on va pouvoir s'étendre et puis rentrer en guerre contre les voisins et être sûr de gagner. Voilà, les Allemands ont fait la même chose quelques années après avec le grand recensement sous Bismarck pour savoir s'ils allaient pouvoir écraser les Français. Enfin, c'est vraiment ça l'objectif. En économie, c'est pareil. Quand les grands recensements économiques ont commencé à être lancés à l'époque de Turgot, on doit être, on doit être au moment de Louis XVI, tout ça, à la fin du règne qui n'a pas duré très longtemps. On est vraiment dans un objectif de savoir se compter la puissance française pour savoir quels sont les investissements qu'on peut faire, les crédits qu'on peut prendre, qu'on va pouvoir rembourser, mais dans un objectif de domination. C'est pas autre chose. Et donc, toute statistique a un objectif derrière dont il faut avoir conscience, et c'est la gouvernance. Donc, d'ailleurs, j'ai découvert au début de cette crise, quand on est statisticien, on est assez au fait sur le fait qu'il est extrêmement difficile de faire remonter des chiffres et d'avoir des statistiques. Ça suppose de mettre en place une logistique qui est énorme, que tout le monde se mette d'accord sur des définitions, qu'on mette des moyens financiers assez conséquents pour réussir à compter des choses, que tout ça, ça arrive sur des ordinateurs, que ce soit compilé, tout homogène. C'est extrêmement complexe. Et quand, dès le début de la crise, on voit arriver une foison de sites internet, tous tout prêts, pour recevoir de la statistique Covid comme ça n'a jamais été le cas, avec tout un tas de bases de données qui sont déjà prêtes pour tout recevoir et que tout converge comme il faut, on se pose quand même des questions. Comment c'est possible d'avoir mis tout ça en place en un temps record avec autant de moyens et que tout ça, ça fonctionne quand on n'y arrive pas pour des choses qui ont l'air beaucoup plus simples? C'est parce qu'il y a une idée de gouvernance derrière, c'est tout. On voulait piloter par ces statistiques. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une idée de neutralité ou une idée on va dire de confiance. Bon, un autre exemple, le PIB. Le PIB, c'est un chiffre dont tout le monde sait qu'il n'a rien à voir avec la santé économique d'un État. Pourtant, on met des moyens colossaux dans tous les pays pour réussir à le calculer, parce qu'on s'en sert comme outil de gouvernance, en faisant croire qu'il faut qu'il soit élevé, qu'il faut mettre en place des choses pour monter le PIB, etc. C'est vraiment, ça ne sert qu'à ça. Et la seule manière, on va dire, de pouvoir neutraliser un peu cet effet, c'est vraiment de comprendre le fondement de chaque statistique, de façon à pouvoir se sortir de la propagande et l'analyser de manière neutre. Avec votre livre, espérez-vous que les individus seront plus vigilants si, ou plutôt lorsqu'une nouvelle crise adviendra? Avec cette crise, il y a tout un tas de gens qui ont découvert que l'obéissance aveugle, ça pouvait être assez désagréable. On en a parlé, il y a des gens qui ont été victimes notamment d'accidents vaccinaux à la suite de la crise Covid-19. Il y a des gens qui ont souffert de l'enfermement. Il y a des gens qui ont souffert de la pression sociale qui a été mise avec, par exemple, le pass sanitaire. Et donc, ça a réveillé une certaine partie de la population qui pouvait suivre à un certain moment et qui s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes livres, ils ont été écrits à destination de tout le monde, mais j'ai bien vu que la plupart des gens qui les ont lus, ce sont quand même des gens qui pouvaient se poser des questions ou être réceptifs à autre chose. Et je les ai plutôt écrits comme étant des armes mobilisables par tout le monde. Si jamais il se repassait quelque chose, il faut que tout le monde ait compris les enjeux et compris la manière dont on a été floué et dont on s'est fait escroquer pendant cette période, de façon à ce que ça ne puisse plus réarriver. Il y a tout un tas de gens qui ont quand même résisté à la période Covid-19, beaucoup plus que ce qui avait été prévu. On a une déclaration assez célèbre de Bill Gates au début de crise qui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui résistent. Si on reprend l'expérience de H, il y a à peu près 5% de gens qui résistent, et c'est vraiment beaucoup quand même. Hein, en Europe, sur 500 millions de personnes, ça fait quand même tout un tas de gens qui ne se sont pas laissés faire. Même si c'est que 5% et que dans la masse, on a l'impression de ne pas les voir, au final, en termes de nombre, c'est quand même pas rien. Et ces gens-là, aujourd'hui, s'ils pouvaient être vraiment, on va dire, armés intellectuellement pour non seulement résister le coup d'après, mais aussi pouvoir expliquer calmement aux autres ce qui est en train de se passer, eh bien ça pourrait faire encore un plus grand effet, ce qu'on appelle un effet cliquet de non-retour arrière sur une plus grande population. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher. Vous avez décidé de donner l'entier des bénéfices de la vente des livres à une association de victimes du vaccin. Laquelle et pour quelle raison? Alors pour être précis, pour ce deuxième livre, j'ai partagé les bénéfices entre deux associations de victimes. La première, c'est le REVAV, c'est le réseau des victimes des accidents vaccinaux. C'est une association qui s'est montée en France à la suite de la vaccination contre l'hépatite B, qui a eu lieu au tout début des années 2000, que j'ai reçu d'ailleurs à l'époque en tant que collégien.
et qui a fait son lot de dégâts extrêmement importants dans la population des jeunes, et notamment de manière assez célèbre des scléroses en plaques. Et cette association s'est montée pour aider et structurer les victimes de cette vaccination-là. De fil en aiguille, se sont mis comme ils étaient bien structurés, se sont mis à aider les autres associations et autres collectifs qui se montaient, collectifs de victimes, à la suite de toutes les autres vaccinations. Chaque vaccination fait son lot de victimes, même si ce n'est pas forcément énormément, il y a toujours des victimes, parce qu'il y a un grand nombre de vaccinés dans la population. Et donc, il y a toujours des collectifs qui se créent, et le REVAV est là pour essayer de les aider, leur donner des moyens juridiques, des moyens de se défendre, des conseils en organisation, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de les aider eux. Et puis la deuxième association, c'est Verity France, qui est une association de victimes des vaccins Covid-19, voilà, qui est bien organisée aussi, qui a fait pas mal on va dire, de bruit dans les médias en intervenant de différentes manières. Et donc je pensais que c'était intéressant, voilà, de pouvoir les aider financièrement pour obtenir de la documentation, pour se défendre, avoir des avocats et défendre les différentes victimes. Il y a différents objectifs à ça. Déjà, il me paraît nécessaire de défendre les victimes, enfin, d'écrire un livre et de les mettre en lumière, parce qu'il n'y a rien de pire pour une victime de quoi que ce soit que le déni du reste de la population. C'est le cas aussi pour les victimes de viol, de violence, et pour les victimes des vaccins, c'est pareil. Lorsqu'elles sont victimes, l'ensemble de la population est dans le déni, il va dire non mais c'est pas le vaccin, tu affabules, tout ça, même sur des gens qui pouvaient être en excellente santé avant la vaccination, se retrouver handicapés à 80%, ou même des jeunes qui sont décédés à la suite d'une vaccination de manière brutale, avec des autopsies qui montrent par exemple des thromboses multiples qui n'auraient jamais dû arriver à une vingtaine d'années, enfin bref. Et on a vraiment une population qui reste dans le déni en disant, notamment pour se protéger elle-même, hein, voilà, eux ils se sont fait vacciner, tout va bien, il n'y a pas de raison, là c'était le hasard. Donc déjà, les mettre en lumière. La deuxième chose, l'aide financière, ça permet, comme on a dit, de financer tout un tas d'actes, des actes juridiques, des procès, des avocats qui permettent de mettre en lumière d'une autre manière ce qui s'est passé en réclamant des documents. Il y a des associations qui ont récupéré les contrats Pfizer non biffés, hein, qui ont pu les obtenir de la part d'avocats, qui pour l'instant ont interdiction de les divulguer pour des raisons de secret, mais ils les ont. Et il a fallu quand même payer hein, pour obtenir le droit de pouvoir les avoir. Et c'était assez cher. Donc les financements ont participé à ça aussi. Et puis la dernière chose, j'ai écrit ce livre aussi en faisant du bruit auprès des associations, puisque c'est un document opposable. Je l'ai dit en début d'interview, mais l'industrie pharmaceutique est considérée comme innocente de tout ce qui peut arriver. Et donc c'est aux victimes de réussir à prouver que le vaccin est défectueux et leur a fait du mal. Dans ce livre, ce deuxième livre, je montre que à la suite des vaccinations, il y a des hausses de mortalité visibles, il y a des baisses de la natalité, il y a de la mortalité néonatale précoce. Quand on vaccine les femmes enceintes, derrière, on voit des bébés qui meurent, enfin qui naissent vivants et puis qui meurent ensuite. Donc tout ça, ça permet aux victimes de dire, voilà, il y a au moins un statisticien quelque part qui montre qu'il y a bien des dégâts des vaccins. Donc ces vaccins provoquent des dégâts, et moi en tant que victime, je peux dire que je fais partie du lot des personnes qui ont eu des problèmes. Pour précision d'ailleurs, ces travaux concernant les liens entre vaccination et hausse de mortalité, on a réussi à se faire relire par nos pairs et publier avec un chercheur belge qui s'appelle Patrick Meyer. Ça a été la croix et la bannière pour réussir à trouver quelqu'un qui accepte de nous relire, et on a finalement été publié dans un cadre de colloque international de biotechnologie et de bioinformatique. Et donc, pour ces résultats-là, qu'à la suite des vaccins, il y a des hausses de mortalité pile chez ceux qu'on a vaccinés. Maintenant, même les médias mainstream ne peuvent pas dire qu'on n'a pas été relus. Ça a été le cas. Évidemment, on n'arrive pas à publier tous les jours quelque chose comme ça parce que tout le monde refuse de nous relire. Mais on a réussi au moins une fois de façon à pouvoir dire, vous voyez, quand on réussit à se faire relire, les gens peuvent attester du sérieux de nos travaux et qu'en fait, c'est des statistiques publiques avec des méthodes classiques qui permettent de montrer ça. Les mesures extrêmes prises par certains gouvernements et la manipulation des statistiques ont eu pour effet de créer une scission au sein de la population. Depuis la parution de votre premier ouvrage, avez-vous noté une reprise de dialogue? La réponse est oui. Je ne peux pas dire que c'est mon premier ouvrage qui a permis la reprise de dialogue. Je pense plutôt que c'est la baisse de la peur. Je pense que tout dialogue est impossible tant que les gens ont peur. Et pendant toute la période où les gens avaient peur du virus tueur, de toute façon, il n'était pas possible de discuter.
il n'y a pas de rationalité avec les gens tant qu'ils sont dans la peur. Donc une fois cette période-là passée, voilà, qu'on a mis fin au pass sanitaire, parce que les gens en avaient marre de se faire vacciner tous les mois, qu'on a mis fin à tout un tas de mesures, le masque, et qu'on est passé à autre chose et à d'autres peurs dans la population, ça a permis de réouvrir le dialogue et puis de commencer à discuter avec les gens. Et on se rend compte que même sur les gens qui ont adhéré à tout ce qui a été dit, il y a bien souvent des choses sur lesquelles on a réussi à se mettre d'accord, en discutant de manière calme. Par exemple, voilà, y a-t-il eu une hécatombe vraiment en Covid? On peut repartir sur les statistiques de mortalité et se mettre d'accord sur le fait que la mortalité de ces dernières années n'a pas excédé, pour la France par exemple, la mortalité en 2015, donc il ne faut peut-être pas dire tout ça. Ensuite, quand on arrive au fait, oui, mais les hôpitaux étaient saturés, on ressort les différents rapports en disant, bah non, les hôpitaux étaient à moitié vides pendant l'année 2020, donc il n'y a eu aucune saturation hospitalière sur l'année 2020, c'est pas vrai. Puis on avance comme ça petit à petit. Oui, mais grâce aux mesures, on a sauvé plein de vies. Bah, bon, c'est marrant. Quand on a des pays qui mettent en place des mesures drastiques, on a plein de décès, comme en France notamment par exemple, sur une très courte période, ce qui fait que sur l'année, c'est pas énorme. Mais voilà, en mars-avril 2020, on a un pic de décès. Quand on a un pays comme l'Allemagne qui met pas en place les mesures, il n'y a quasiment pas de décès. Donc comment on peut affirmer que les mesures sauvent des vies quand ceux qui prennent des mesures, il y a plus de morts que ceux qui n'en prennent pas? Bon, selon la manière dont l'endroit où se trouve la personne, l'idée du livre, c'est plutôt de permettre aux lecteurs d'avoir tout un tas de connaissances qui leur permettent d'être présents et d'avoir du répondant pour accompagner les personnes à l'endroit où elles se trouvent. Et de ne pas rentrer, on va dire, en opposition frontale directe, en affirmant, en allant voir quelqu'un qui est vacciné, qui a tout suivi, en disant, voilà, les vaccins ont tué des gens, tous ceux qui ont participé sont des meurtriers. Il faut mieux éviter de rentrer dans ce genre de discussion, puisque ça mène absolument à rien. Mais plutôt, voilà, essayer d'entrer en dialogue avec les gens s'ils sont disposés pour au moins se mettre d'accord sur un certain nombre de constats, les laisser digérer les constats, et puis être présent pour les faire avancer si elles en ont envie. Donc c'est vraiment comme ça que sont écrits les livres, et c'est comme ça que j'ai vu le dialogue un peu pouvoir se réinstaurer petit à petit. Sur quelle note positive pourrait-on terminer cet entretien? Ben, la note positive, c'est quand même que, on va dire que la crise Covid n'a pas abouti à l'espèce de futur apocalyptique qui était proposé, c'est-à-dire une espèce de QR code permanent sur lequel on doit se justifier à chaque fois qu'on veut rentrer dans une pièce, qui était quand même le futur qui était promis, hein, et puis la vaccination permanente avec le masque de tout le monde, et qu'on est rentré dans une phase de psychose qui a eu son temps jusqu'à ce que les gens en ont marre et qu'on est revenu en arrière. Et on est revenu en arrière aussi parce que tout le monde n'a pas adhéré, comme on a dit, même si c'est 5%, 5% ça fait pas mal de monde. Et encore une fois, je pense qu'au fur et à mesure que des choses ont avancé, que les gens n'étaient pas très contents des vaccins qui leur étaient proposés, ces 5% ont quand même grossi. Et je pense que le combat d'aujourd'hui, c'est celui de continuer à faire vivre cette partie de la population qui a découvert que les gouvernements pouvaient se moquer d'eux, mais jusqu'à en faire des victimes de quelque chose d'ailleurs, hein, jusqu'à vraiment leur faire du mal, et continuer le dialogue, à discuter de façon à garder cette masse de personnes qui sera capable, qui a déjà été capable et qui sera capable de dire non quand à un autre moment on tentera de nous imposer quelque chose d'aussi fou. Merci.